L'expertise en expertise. Écoute, c'est très amusant de faire de l'expertise. Hein. L'expert, tant attendu, l'expert en expertise, tant attendu. C'est marqué sur ma carte, n'est-ce pas? J'ai un diplôme encadré là au mur. Hein. Quoi? Oh putain, Coignet, 46 mois. Oh là 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 là. Ça bosse en ce moment, ouais, il y a un peu de boulot. Mais là, c'est la tempête de neige, vous voyez pas derrière, hein? J'ai une gigantesque baie vitrée. Il y a une tempête de neige dehors. Aïe aïe aïe, je mets pas les dehors. Il y a des bagnoles en train de disparaître sous la neige là. Magnifique, hein, l'Islande, hein. Pépé bientôt sur LCI. Non, vous rigolez, je suis bien trop bon pour LCI. Eh, vous avez vu les experts qu'ils ont à LCI? Faudrait m'amener totalement bourré sur LCI et peut-être que ça serait drôle, ouais. Mais non, voilà. Une fois par mois, c'est bien, d'accord? Comme disait Adroux, bon bah, qu'est-ce qui a changé depuis le mois dernier? Bah, on s'est échangé quelques centaines de mètres de champ. Voilà. T'habites où? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Donc ouais, on va aller voir ce qui se passe en Ukraine. Je pense qu'on parle plus d'Ukraine en ce moment. Vu que Trump, une fois par jour, met des conneries sur Twitter. C'est très drôle d'ailleurs. Hein. Voilà, ça doit justement parler de tout ce que 100 mètres pour 150 pertes. Ouais, ça t'en sais rien, mec. Faut pas non plus raconter trop de conneries. Et donc ouais, ça fait la guerre. Hein. Vous me méprenez pas. Hein. Ça parle de la future invasion du Groenland. J'ai vu que le ministre français, là, l'espèce de taré cocaïné, là, chauve, il voulait envoyer des soldats français au Groenland. J'ai dit à Haïti de passer en Islande, c'est sur le chemin. Je vous mettrai des bières au frais. Pratique, hein. Dimitri allait pisser vers l'arrière, a gagné 20 mètres. Allez, mecs, vous imaginez pas la violence des combats. Hein. On est en... Je veux dire, il n'y a pas de routine là-dedans. Hein. Moi, je vois ça sur Twitter en première main. On voit les mecs qui se butent entre eux au corps à corps à la grenade. C'est pas joyeux ce qui se passe en Ukraine. Hein. On peut en rire, hein. Mais c'est pas joyeux. Hein. C'est beaucoup de gens qui... c'est un abattoir, hein, l'Ukraine en ce moment. Hein. Et ça l'a toujours été depuis un bout de temps. On l'a toujours autant. Hein. Comme je dis, c'est pas... C'est pas 1916, hein. C'est pas... euh, ça bouge, ça attaque, et si ça attaque, bah ça meurt. Hein, voilà, un meat grinder, exactement. Un hachoir à viande. Un hachoir à viande. Donc on va aller voir qu'est-ce qui a changé par rapport à la semaine dernière. Et vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, je m'en fous, mais faut avoir des arguments. On n'est pas là pour faire de la politique, ni de l'économie. Je vous dis juste ce qui se passe sur le terrain, d'accord? Je vous dis juste ce qui se passe sur le terrain. Qui fait quoi? Quelles sont les conséquences à court terme? Je sais qu'il y a eu il y a eu du changement au niveau diplomatique avec Trump qui est là depuis 10 jours. Je peux vous dire que ça bouge aux États-Unis. Ça bouge très très fort. Surtout au niveau des financements internationaux et tout ça. Et voilà, The Gamer, 34 mois, ou bientôt 3 ans. J'ose pas regarder les vidéos. Regardez pas les mecs. C'est pas regardez pas. Voir des gens se faire pulvériser par des drones et tout ça, c'est pas sympathique. Moi je les regarde parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. Sur où ça se passe, pourquoi, comment, mais c'est dégueulasse. Si vous regardez ça et que vous prenez du plaisir, c'est que vous êtes un animal et que une balle dans la nuque serait sûrement la solution à beaucoup de vos problèmes. Voilà. Donc ouais, c'est pas joyeux, c'est pas joyeux. Voilà. Donc ouais, si vous voulez pas regarder, vous regardez pas tout simplement. Mais dites-vous que ça existe. Voilà. Donc ouais, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans le mois dernier. On va faire le tour des fronts. Venez pas me faire chier avec l'économie russe qui doit s'effondrer depuis 3 ans, ok? Moi je suis pas économiste. Je suis juste là pour lire la carte, d'accord? Et les choses n'ont globalement pas changé depuis un mois. Enfin si, ça évolue sur le terrain, mais les dynamiques, elles, n'ont pas changé, d'accord? Casser les dynamiques est ce qu'il y a de plus dur quand vous êtes dans une guerre d'une telle ampleur. Et la dynamique est la même depuis quasiment 1 an maintenant, depuis la chute de Avdiivka l'année dernière. Donc on va aller voir un petit peu on va aller refaire le tour de tout ça, d'accord? Hop là. Devait tomber en décembre. Ouais. Ça a tenu jusqu'au week-end dernier. Parce que tu crois que mes pronostics ils sont sérieux? Mais les Russes l'ont laissé pourrir aussi. Il y a des raisons de pourquoi les Russes sont pas plus offensifs que ça. C'est que une fois que t'as encercler tactiquement un ennemi et que tu contrôles ses lignes logistiques, ça sert à rien de
de le tuer et de prendre des pertes. Si tu contrôles les lignes logistiques de l'ennemi, t'as déjà gagné. Voilà. C'est une nouvelle carte. Non, c'est toujours la même, hein. J'en ai deux, hein. Je vous ai mis celle-là et Deep State aussi. Voilà. Bon, on va aller dans le secteur de Koursk. Hein, vous vous rappelez, on va commencer par le nord. Vous vous rappelez que Koursk, Koursk, les Russes, depuis octobre, novembre, décembre, janvier, depuis un sacré paquet de temps maintenant, sont en train de reprendre village par village tout le terrain que les Ukrainiens avaient pris, j'allais dire en Union soviétique, en Russie. Et le grignotage continue. On a même vu au début janvier là, vous voyez là l'espèce, est-ce que vous voyez la carte au moins? Ouais, vous voyez là le zizi bleu? Bah ça c'est une contre-attaque ukrainienne qu'on a eue dans les premiers jours de janvier. Donc alors que les Ukrainiens eux-mêmes sont en train de perdre pas mal de terrain, ils sont capables, et ça je le répète à chaque fois, hein, ça c'est le voilà, ils sont capables d'attaquer. Donc voilà ce que ça donnait au petit jeu. Donc ça c'est vu via un drone russe, hein, vous pouvez vous en douter, les Russes ont attaqué toutes ces colonnes blindées, il y avait 2-3 colonnes comme ça. Je vous mets pas de photos ou de vidéos, mais ça explose, d'accord, hein, des gens meurent, hein, c'est comme... Ah non, ça c'est encore pour après. Voilà. Donc ouais, je le répète, les Ukrainiens sont capables d'attaque, d'accord? Ils le font régulièrement. On voit souvent les Ukrainiens à l'attaque, mais c'est des petites contre-attaques très localisées. Déjà là, ce que vous avez là, c'est très gros, hein. Pour les Ukrainiens, voir les Ukrainiens se pointer avec des colonnes entières de véhicules, c'est plutôt rare. Mais ils sont capables de mener des contre-attaques de quelques kilomètres. On le voit souvent. Les Ukrainiens aller reprendre un petit village, aller reprendre des positions favorables. Les Ukrainiens sont capables localement d'attaquer. Ça a toujours été le cas, mais comme pour les Russes, il n'y a pas de grande envergure et il n'y a pas d'exploitation derrière. Parce qu'il y a trop de drones dans les airs, vous vous retrouvez avec des lignes logistiques trop étendues, donc les deux... Oui, sa carte est plus tout à fait à jour. Ouais, sa carte est plus tout à fait à jour, mais c'est pas grave. À pas grand chose près, ça correspond à ce qui se passe, d'accord? Donc ouais, la situation est pire que ce que vous allez voir sur la carte, mais on sait à peu près où c'est pire. Voilà. Donc ouais, à part ça, ben, c'est les Russes qui poussent. C'est les Russes qui poussent, tout le temps. Donc on va passer sur Deep State. Deep State, on a l'évolution... hop là. Donc voilà à peu près le merdier. Nous, on avait commencé, voilà, parfait, 1er janvier, c'était quand j'avais fait la minute géopolitique à pas grand chose près. Et donc là, en bleu, c'est tout le territoire. Hein, et on voit que dans le mois, ça a sacrément grignoté à l'ouest. Au point qu'aujourd'hui, bah, le saillant de Koursk, il s'est réduit de 3 fois en taille par rapport à ce qu'il était initialement. Mais le fait que ça bouge pas forcément sur la carte veut pas dire qu'il n'y a pas d'attaque. Surtout, les Ukrainiens ont mis beaucoup de moyens à Koursk. Il y a énormément de moyens... La carte, on voit pas, putain. Hop. Je vous la fais en marche arrière, d'accord? Ça, c'était aujourd'hui. Et on voit que... Hop. Voilà. Ça s'est cassé la gueule au niveau début janvier. Il y a des attaques qui sont passées. Et c'est vrai que ça commence à faire la gueule, quoi. Ça commence à faire la gueule. Et c'est vrai que les Ukrainiens, pour garder ça, mettent énormément de moyens. C'est pas gratuit, hein, les Russes attaquent, hein, il y a beaucoup de pertes là-haut. Hein. Et c'est vrai que les Ukrainiens veulent leur bout de terre russe à tout prix, sans aucun doute pour des raisons diplomatiques. On veut avoir ça dans la Manche, qu'importe ce que ça va coûter en hommes et en équipement. Voilà. Donc ouais, ça continue de péter là-haut. Fort. D'accord? Fort. Il y a pas beaucoup d'endroits statiques vraiment sur le front. Si, il y en a quand même. Mais c'est extrêmement dynamique, d'accord? Et la division nord-coréenne invisible. Alors il y a des nord-coréens, les mecs, hein, mais je le répète encore, on s'en fout. Ça change rien. D'avoir 1000 ou 2000 nord-coréens, c'est même pas une brigade. Ça ne change rien. Vos nord-coréens, ils ont un uniforme russe. Et vous pourrez pas faire la différence entre eux et un Buryat ou un Yakutsk. Ça change rien qu'il y ait 3000 soldats nord-coréens. T'as des mercs côté ukrainien. Alors c'est pas encore la même chose, d'accord? Les mercenaires, ils sont pas affiliés à un état, ils sont là pour l'argent. Tu crois que les nord-coréens, ils sont là pour l'argent?
En termes de statut, c'est pas la même chose. Rien à voir. Donc ouais, les Nord-Coréens, c'est un pays allié qui envoie ses soldats. Diplomatiquement, ça a l'air important, mais ça l'est pas. Ça fait déjà, plusieurs années que les soldats, les obus nord-coréens sont bien plus importants que leurs soldats. Hein, si l'artillerie russe est toujours aussi efficace, c'est grâce à l'artillerie. L'argument des Coréens ne tient pas, mais on s'en fout. On s'en fout. Quel est le statut d'un prisonnier merco? Mais les mecs, c'est pas des mercenaires s'ils ont signé un contrat et qu'ils sont sous uniforme ukrainien. C'est ce que les gens comprennent pas. Il n'y a pas de mercenaires dans l'armée ukrainienne. Vous avez des étrangers à qui on fait signer un contrat et qu'on incorpore à des unités ou qui ont des unités. Mais techniquement, ils font partie de l'armée ukrainienne. Ce ne sont pas des civils, ce sont des militaires ukrainiens. Je sais que ça semble difficile à comprendre, mais voilà. Légion étrangère ukrainienne, ce genre de choses. Donc c'est pas du mercenariat à proprement parler, d'accord? C'est pas des unités de sécurité civile étrangères qui ont des unités actives. Là, ça serait des mercenaires. Voilà. Donc c'est pas important. Vous savez quoi? Un soldat avec un uniforme, vous l'avez, c'est de la viande, c'est bon. Que ce soit des Ukrainiens ou du Colombien qui veut faire 2000 € par mois du côté ukrainien, ça change rien à la problématique, ok? L'important, c'est d'avoir de la viande et de les envoyer mourir. C'est tout ce qui compte. Et les Nord-Coréens, je suis prêt à parier qu'on a vidé le goulag et qu'on a mis des cadres de l'armée nord-coréenne, d'accord? Mais que c'est des mecs qui sortent des goulags à qui on a filé un flingue et un uniforme en leur disant « Vous avez le droit de mourir pour le leader suprême. » J'en suis sûr. T'envoies pas tes... voilà. Hein, Donc ouais, en tout cas, à Kursk, ça avance. Ça avance, ça grignote. Comme toujours, ça coûte cher. Mais ça grignote. À son rythme. Les Russes sont pas pressés. Et voilà. Vous pouvez voir que chaque mois, ça se réduit. Hein. Ça grignote, ça se réduit. Et basta. Hein. Alors, on va aller voir un autre secteur. On va aller à Vovchansk. Vovchansk, j'ai vu passer une news dans le mois. Une news. Bon, regardez déjà la ville. Hein. Je répète, hein, mais la ville... attendez, je fais ça. Hop. La ville n'existe plus. Hein. Vovchansk, si on s'y bat plus, c'est qu'il y a même plus rien pour se battre. Ça, c'est une ville. Hein. Il reste plus rien. Donc ouais, il reste absolument plus rien. La ville a été entièrement rasée. Et allez voir à quoi ressemblait Vovchansk avant la guerre. J'ai juste vu une news avec des Ukrainiens qui avaient capturé 5 Russes. Peut-être une patrouille, allez savoir, ou une position qui a changé de main. Voilà. On est mieux sur Twitch. Ouais, YouTube a 30 secondes d'écart. Alors que généralement Twitch est à 5 secondes. Moi je recommande plutôt Twitch, mais je sais qu'il y a des gens ils aiment pas Twitch, donc voilà. Vovchansk est libéré. Ah bah, nous sommes venus pour vous libérer, ne résistez pas. tu as déjà vu le même avec le robot. Avec les Russes, il y a un peu de ça. Hein. Donc ouais, ça va pas... Vovchansk, il s'y passe rien. Par contre, il y a un autre secteur où ça a bougé, et où ça bouge. On va passer dans les zones un petit peu plus... actives du front. On va aller dans le secteur de Kupiansk. Donc le secteur de Kupiansk, je vais passer sur la... Hop, voilà. Comme ça, on va aller à Kupiansk. Donc le front dans la ville en lui-même n'a pas bougé. Donc on sait que les Russes sont dans les faubourgs de la ville, mais n'ont pas été capables de prendre pied à l'intérieur. Par contre, ce qui est inquiétant, et vous vous rappelez, ça fait déjà presque un mois et demi, que je vous parle que les Russes, vous avez la rivière Oskil, l'Oskil qui est un peu la frontière naturelle entre les deux camps. Vous la voyez, la rivière Oskil? Attendez, hop, voilà. L'Oskil, vous voyez que les Russes sont sur l'est de l'Oskil. Et il y a plus d'un mois de cela, les Russes avaient été capables de traverser l'Oskil seulement à pied, et avec quelques mecs d'aller occuper cette grosse forêt là-haut. Et bah, depuis, le problème c'est que cette tête de pont sur l'Oskil a grossi de façon très très agressive, d'accord? Et aujourd'hui, même les deux villes de Rakovo, Rydvarki ont même été prises.
Je sais pas l'état des deux ponts ici. Les deux ponts sur le skill. Si les Ukrainiens ont fait leur devoir correctement, les ponts ont été détruits, d'accord. Mais j'ai vu aucune photo passer, rien du tout. Donc ouais, c'est plus une tête de pont maintenant. Hein. Ça, c'est impossible à déloger pour les Ukrainiens. Donc ils se retrouvent avec... les Russes ont franchi le skill, tout simplement. Et ça, c'est une catastrophe pour les Ukrainiens. Mais ce secteur du front est considéré comme un des parents pauvres en termes de moyens. Et il y a, à part envoyer quelques drones et un peu d'artillerie, les Ukrainiens n'ont simplement pas les moyens humains et matériels pour contre-attaquer efficacement et renvoyer les Russes derrière le skill. Donc ouais... Dernier stream. Ouais, à la base, les Russes avaient débarqué plus au nord, ici. Ils se sont fait dégager, mais un jour après, ils ont débarqué plus au sud. Et là, ils n'ont jamais été dégagés, et maintenant, ils sont en train d'exploiter. Ils ont capturé une ville qui est quasiment intacte, un gros bourg qui est quasiment intact, et de là, ils sont en train de s'étendre. C'est peut-être pour ça que ça bouge pas à Kupiansk, parce que les Russes sont simplement en train de bouffer tout le terrain au nord de Kupiansk. La topographie ici est difficile, hein. Vous ne me prenez pas, c'est pas du plat, c'est que de la petite colline et tout ça. Donc sans aucun doute que les Russes vont continuer à pousser. Je sais pas s'ils ont des moyens mobiles et mécanisés. Peut-être qu'ils ont été capables maintenant d'en faire passer. Mais on voit que ça reste encore... ça n'a pas exploité dans la profondeur. Moi je pense que c'est encore de l'infanterie qui exploite et qu'ils n'ont pas de gros moyens en tank et en blindé pour simplement se projeter un peu dans la profondeur. Voilà. Ils vont couper la route au nord de Kupiansk. Elle est déjà coupée. Hein. Là c'est quand même... Après, bon, tu fais du tout-terrain, mais... Ouais, ils viennent de perdre une route importante déjà. Et c'est vrai que... Ah bah... C'est en train de fleurir, hein. C'est en train de bourgeonner, tout ça. Mais au rythme des Russes. C'est pas non plus une blitzkrieg, quoi. Vous voyez si ça reste du combat d'infanterie. Donc ça, c'est un très très inquiétant pour les Ukrainiens. Ça l'était il y a un mois, ça l'est encore plus maintenant. Parce que là, maintenant, les Russes sont indélogeables. Une fois que les Russes, vous les laissez se poser, vous ne pourrez plus les déloger. Et là, ils ont même une ville maintenant. Vous êtes content d'avoir des bâtiments, parce que vous pouvez vous planquer dans les bâtiments, dans les caves. Et voilà. Donc ouais, la situation, elle est bien merdique pour les Ukrainiens ici. Vraiment merdique. Bon, par contre, à Kupiansk, ça bouge pas. D'ailleurs, à propos de contre-attaque, la première armée blindée de la garde qui avait aussi atteint Kupiansk, elle a été contre-attaquée légèrement par les Ukrainiens là, à Zarizovie. Comme je dis, on voit les Ukrainiens être capables de mener des petites contre-attaques locales. Mais bon, ça aboutit jamais à rien à part reprendre quelques maisons intéressantes ou des lignes de haies intéressantes. Et le problème, c'est que les Russes, là, ne poussent plus. Ça fait quasiment plus d'un mois que c'est statique. Donc la première armée blindée de la garde l'a atteint le skill, coupé en deux le dispositif ukrainien. Par contre, plus au sud, tout ce que vous avez là en rouge, tout ça, c'est les Russes qui exploitent. Donc là, ça bouge. Ça bouge. Monsieur Ricky, pronostic pour la fin de ce conflit. J'en suis incapable. Incapable de dire. En plus, avec l'administration Trump qui est notoirement imprévisible, je suis incapable de vous dire quoi que ce soit. Je peux vous faire une prévision sur un mois, et je peux vous dire que ça va pas s'arrêter tout de suite. Voilà. Donc ouais, j'en sais rien. J'en sais rien. Voilà. J'en sais strictement rien. Donc là, on voit que les combats continuent, et que c'est en train de pousser en direction de l'Oskil et des réservoirs, en faisant sauter tous les verrous, en grignotant. C'est ce que font les Russes depuis un bout de temps maintenant. Et voilà. On va aller dans le secteur de Liman. Et là, c'est la ville de Liman. Là aussi, c'est resté statique pendant très longtemps, avec les combats qui étaient à Terni. Ça n'a pas changé, enfin si, ça a changé de main pendant près d'un an. On s'est changé les forêts, là, ici. Et il y a quelques semaines de cela, les Russes ont été capables de traverser la rivière Zeberets et d'établir des têtes de pont derrière les réservoirs. Et là encore, aujourd'hui, ça a grossi très très fort, tout ça. Très intéressant, vous noterez que on va aller voir sur Deep State. On va aller à Liman, dans le secteur de Liman. Ah ouais, ok, c'est bon. Deep State, ils ont eux aussi validé la tête de pont. Donc ça, c'est encore un point très inquiétant pour les Ukrainiens. Ils étaient parvenus à garder les Russes derrière la rivière. Et là, les Russes ont été capables de s'infiltrer et d'occuper des nouvelles positions. Et c'est encore un nouveau front inquiétant qui s'ouvre pour les Ukrainiens avec toujours moins de moyens
Vous avez vu, il faut séparer les fronts. Hein. Vous avez Kupiansk, Liman, Vovchensk au nord, Kursk. Et là, bah, c'était un front historiquement plutôt statique qui commence encore à s'accélérer. Et il y a des raisons à ce que tout cela arrive en quelques mois, en 2 mois. Bah, c'est que les Ukrainiens ont aussi de moins en moins de moyens pour être capables de défendre efficacement la ligne. Donc quand vous avez moins de moyens, bah, vous faites comme de la confiture sur une tartine de pain. Hein. Vous étalez de plus en plus, avec de plus en plus de trous. Et bah, à un moment, bah, les Russes arrivent à trouver des trous et à s'infiltrer, tout simplement. Le Dniepr est encore loin. Bref, le problème, c'est pas tant le Dniepr que l'armée ukrainienne qui a beaucoup de mal à défendre. C'est une guerre d'attrition. Hein. Le roulage, 35 mois. Les Russes n'ont plus d'intérêt à continuer. Tant qu'ils gagnent, ils continueront absolument. En ce moment, la montre, elle est pour les Russes, hein, pas pour les Ukrainiens. Hein. Et les Russes, ils ont jamais eu une armée aussi balèze. Hein. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le patron de l'OTAN. Hein. Donc ouais, on voit qu'il y a des secteurs où ça craque. Heureusement, pour les Ukrainiens, il n'y a pas d'effondrement du front parce que l'armée russe n'est pas capable d'exploiter dans la profondeur. Mais elle est capable de grignoter le terrain, de prendre des positions, des positions ukrainiennes et d'avancer comme ça. Voilà. Donc là, dans le secteur de Liman, on a un nouveau secteur qui s'ouvre, qui n'était pas là il y a un mois, et ça va avoir des conséquences tout ça. Et c'est fou car les Ukrainiens préfèrent lâcher du terrain pour limiter les morts. Il y a un peu des deux. Les Ukrainiens... déjà, les Russes exploitent les faiblesses ukrainiennes du manque de densité de troupes au kilomètre carré. Et ils essaient aussi de limiter la casse, mais ils ont quand même de la casse. Parce que, pour faire simple, ils n'ont plus d'efficacité à la défense. Il y a des problèmes de commandement, il y a des problèmes d'équipement, il y a des problèmes de communication. Et on voit des unités ukrainiennes être encerclées, se faire anéantir. Tout simplement. Guerre ou pas guerre, autant en Russie dans 5 ans, mec, je suis incapable de te dire ce que je vais manger dans 1 heure et demie après Age of Empires. Ne me demande pas de faire des prévisions à 4-5 ans. Personnellement, je trouve que c'est absurde de vouloir de faire peur. Parce que là, ça vend de la peur. Hein, quand vous dites ah, on sera en guerre contre la Russie dans 5 ans. C'est vendre de la peur pour obtenir des crédits, quoi. Donc ouais, je suis pas fan de ce genre de pratique. Le Saillant de Siverska, il a pas bougé en un mois. J'ai lu des rapports non confirmés par aucune source que ça avait bougé ce matin, qu'il y avait eu plusieurs attaques. Mais le Saillant de Siversk, c'est un des, je le répète toujours, c'est un des parents les plus pauvres du coin. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les services de renseignement otaniens. Ouais, mais les services de renseignement otaniens, ils veulent leur crédit de guerre, non? Hein? Question bête, Donatello. Les services de renseignement otaniens, ils veulent leur crédit de guerre pour acheter des nouveaux jouets ou pas? Donc quel est le meilleur moyen que de dire la Russie a jamais été aussi forte et ils vont nous déclarer la guerre dans 5 ans? Personnellement, si j'étais général, je ferais la même chose. Hein. J'adore avoir mes nouveaux jouets. Hein. Pour avoir de l'argent, faut promettre la guerre, et bien sûr. Regardez, Voltar qui fait péter les subs. Merci mec, tu régales. En espérant la paix bientôt, le plus tôt sera le mieux. Hein. Là, vous savez, je le répète, hein, les gens, vous aurez pas le droit de pas être d'accord avec moi, hein, mais pour moi, l'Ukraine a déjà perdu. Et maintenant, ça va être de comment se sortir de ce bourbier sans trop laisser de plumes, d'accord? En obtenant des garanties de protection, parce que la Russie ne veut pas que l'Ukraine ait des garanties de protection. Le but de... Le Donbass, il est déjà perdu. Et maintenant, l'Ukraine, son objectif, et je pense qu'ils le savent déjà, c'est comment est-ce qu'on sort de ce merdier en gardant des garanties pour notre sécurité et notre avenir. La guerre, elle est déjà perdue, les mecs. Ils ont eu leur chance, hein. Ils ont eu leur chance, les Ukrainiens. Mais malheureusement, ils l'ont laissé passer quand ils auraient pu l'avoir. Voilà. On aggrave toujours les problèmes pour obtenir des contrats, bien sûr, c'est de bonne guerre. Donc ouais, Siversk, ça n'a pas bougé, d'accord? C'est le front de Siversk qui est plutôt calme. Sortir au moins la tête haute. La tête haute, ils l'ont déjà, je pense. Je veux dire, il y a une chose qu'on blâmera pas les Ukrainiens, c'est de faire la guerre comme des malades aussi, hein. C'est des zinzins des deux côtés, hein. Et les Ukrainiens auraient une chance, mais pourquoi tu veux que la Russie attaque l'Ukraine? Il y a des armements nucléaires des deux côtés, mec, tu veux pas qu'il y ait...
Tu veux pas que la Russie attaque l'OTAN ou que l'OTAN attaque l'Ukraine, hein, l'Ukraine, pardon, la Russie, hein. Genre Pologne ou Moldavie, ah, peut-être, hein. La Roumanie. La Roumanie, la Pologne, bien sûr. Tu peux être sûr qu'il y a des gens qui voudraient peut-être profiter d'un effondrement de l'État ukrainien pour peut-être récupérer une part du gâteau frontalière. Je sais pas, il aurait fallu que les Russes lâchent au début. Ah, ils sont peut-être passés pas loin de lâcher les Russes au début. Hein. Ils ont eu leur désastre, les Russes, au début de la guerre. Hein. Ils étaient pas prêts du tout pour une guerre longue, les Russes. Personne ne l'était. Zelensky est toujours président. Sur le papier, oui, hein, il a les pleins pouvoirs. Hein, c'est plus un dictateur maintenant, vu qu'il n'a pas fait d'élection, Zelensky. Il est techniquement un espèce de président avec des pouvoirs illimités jusqu'à ce qu'on fasse des élections. Donc ouais, on va descendre maintenant, on va aller sur un des points qui a bougé ce mois-ci, qui est Chaziviar. Vous vous rappelez que les Russes se battent à Chaziviar depuis plus d'1 an maintenant. Vous vous rappelez la bataille de Bakhmut. Plus à l'est, vous avez ce qui est considéré comme un des points les plus importants du Donbass en termes de position topographique, c'est Chaziviar. Donc on a suivi Chaziviar mois après mois, et ce mois-ci, les Russes ont obtenu des très gros succès à Chaziviar. Tout le nord de la ville est tombé. Ça a été même confirmé encore aujourd'hui là qu'ils ont atteint les bordures de la ville. L'usine qui a changé plusieurs fois de main, les Russes maintenant la tiennent. Et un des problèmes de Chaziviar, c'est que la dernière zone intéressante à défendre pour les Ukrainiens, vous voyez, tous les hauts bâtiments là, je dis toujours, hein, vous voulez pas vous battre dans des quartiers résidentiels. Ça là, c'est la merde pour défendre. Tout ça, ça se fait pulvériser par l'artillerie et tout ça. Vous voulez vous défendre dans les bâtiments hauts. Vous voulez vous défendre dans ces bâtiments hauts qui sont bien plus solides, en béton armé, ça résiste aux FAB, ça résiste à l'artillerie. Et vous pouvez voir que les Russes ont encerclé quasiment ça et ont déjà commencé à s'infiltrer. D'ailleurs, ce matin, là, ça a été confirmé, mais les Russes auraient déjà atteint les quartiers nord là, du quartier résidentiel de Shevchenko. Attendez, on va aller voir ça. On va voir ce que Deep State dit sur le sujet. Comme je dis, la carte russe, elle est un peu en retard. Ouais, ça correspond à peu près, vous voyez. Comme je dis, les 3 quarts du temps, ils sont d'accord. Hein, et vous voyez, ouais, on voit que ça, ça a bien avancé. Tout là, ils ont sécurisé. Il y avait des grosses défenses ici. Donc là, les Russes auraient atteint le district de Shevchenko. Donc la position des... Vous savez, ça fait un an que ça tenait. C'est comme Vuhledar. Vous vous rappelez de Vuhledar dans le sud? Et c'est vrai qu'on est tellement habitué à avoir des villes à tenir que quand elles tombent, on oublie que la position est extrêmement précaire. Et que là, je pense qu'en janvier, ça va tomber Chaziviar. Chaziviar qui est une position extrêmement importante pour les Ukrainiens, entre autres parce que ça contrôle tous les accès autour. Je vais vous montrer un peu une autre carte. Ça, c'est la topographie de Chaziviar, d'accord? Donc là, Chaziviar est au centre. Vous voyez, Chaziviar, c'est la colline du coin. C'est la zone topographique de toute la région. Ça contrôle les accès de toute la région, dont Konstantinivka, Kramatorsk, la dernière grande ville du Donbass. Et c'est pour ça que les Ukrainiens s'accrochent à Chaziviar depuis des mois. Des mois et des mois. Les combats à Chaziviar ont été terribles, et le sont encore. Et parce que, en termes de topographie, ça contrôle l'accès à toutes les vallées. Quand vous vous battez, vous voulez être en haut et l'ennemi en bas. C'est retour à de la guerre simple et basique, ne serait-ce que pour l'observation. Plus vous êtes haut, mieux c'est. Et Chaziviar contrôle l'accès à toutes les vallées du coin. Donc là, les Russes sont sur le point, je pense, en janvier. Et quand je dis janvier, ça pourrait être février, de faire tomber un de ces énormes dominos défensifs. Ils veulent prendre Chaziviar. Et regardez ce que ça donne en termes de fortification. Hop. Là. Donc là, avec les vues satellites, on arrive à voir un peu toutes les zones défensives. Donc comprenez que tout le temps que les Ukrainiens gagnent dans une ville, ils s'en servent pour bétonner derrière, d'accord? Pour creuser, miner. À combien de tués quotidiens sommes-nous désormais? On n'en sait rien. Forcément, les deux camps exagèrent les pertes de l'adversaire. Je vais oser de faire des estimations. Elles valent ce qu'elles valent.
Mais moi, je dirais qu'on est entre 100 et 200 tués par jour. 250 tués par jour. Dans les deux camps. Les Russes en prennent peut-être plus parce qu'ils sont à l'attaque. Donc c'est eux qui viennent chercher le combat. Mais on est loin, les 1000 par jour, n'y croyez pas les mecs, d'accord? On n'est pas sur du 1000 par jour. Bien moins. Et écoutez pas ce que disent les ministères de la défense ukrainiens et russes, d'accord? Ils racontent que des conneries. Ils sont là pour donner du moral. Dans les faits, on est peut-être à plus 100, 100, 200, 250 tués par jour, peut-être. Parfois plus, parfois un peu moins, selon l'activité. L'Ukraine n'a pas les moyens de faire des nukes. Elle a des réacteurs nucléaires, elle pourrait. Mais si elle fait ça, c'est la fin pour elle. Le total des morts doit être élevé, très élevé, ouais. Donc là, vous avez un peu les lignes de fortification derrière Chaziviar. Vous voyez que les Ukrainiens ont installé des paquets de... Ça, en rouge, c'est des tranchées. Hein. C'est des lignes de tranchées, hein, pour ceux qui en douteraient. Hein. Ce qui est déjà énorme, 100 morts par jour, absolument. Mais ça vous donne un peu une idée de l'intensité des combats. Ça rigole pas, hein. Ils se battent comme des chiffonniers. Hein. C'est des malades. Hein. Vous voyez que les approches, là, ça doit être Konstantinivka, Kramatorsk doit être plus au nord, ou ça c'est Kramatorsk. Mais vous voyez un petit peu il y a souvent des fossés anti-chars, là, en bleu clair ou en orange. Donc ça bétonne les villes. Ça bétonne les villes et ça creuse. Donc avec tout le temps gagné, là, 8 ou 9 mois à Chaziviar, les Ukrainiens sont en train de creuser derrière. Mais ils n'ont même pas assez de moyens et d'hommes et d'équipements, mines et tout ça, pour pouvoir installer des défenses efficaces. Et les défenses vous permettent de gagner du temps. Les défenses ne vont pas vous faire gagner, d'accord? Vous ne pouvez pas gagner en défendant perpétuellement. Donc c'est une guerre d'attrition dans les deux camps. Les Russes pensent qu'ils peuvent se permettre cette attrition pour battre les Ukrainiens et saigner les Ukrainiens. A contrario, les Ukrainiens pensent qu'ils peuvent, grâce à leur défense, saigner la Russie pour rendre leurs pertes inacceptables. Et dans les deux camps, aucun des deux camps ne veut lâcher du lest, pour le moment. Comme je dis, les deux veulent continuer à se battre. Hein. Let them fight. Hein. Voilà. Hein. De la défense statique, absolument. À part, comme on a vu parfois, qui sont capables de mener des contre-attaques locales, très localisées, pour reprendre certaines positions. Donc, voilà ce qu'ils font. Voilà comment on se bat. Là, pareil, je vais vous montrer un peu d'autres lignes de défense. On va aller directement dans le sud. On va aller... je finirai par Prokhovsk. On va aller directement au sud dans le secteur de Zaporozhye. Un secteur qui est plutôt statique aussi. Hop là, voilà le secteur de Zaporozhye. Là, vous avez voilà, la ville de Zaporozhye. Et voilà le secteur sud qui n'est pas le front le plus dynamique. Et là, vous avez la ville. Vous voyez là, Orikhiv. C'est au nord de l'ancien saillant de Robotnier, où ils se sont battus comme des chiffonniers. C'est là où les Ukrainiens avaient contre-attaqué à l'été 2023. Et regardez un peu la ville de Orikhiv, les lignes de défense autour de la ville. Voilà. Vous pouvez voir la topographie du terrain. Vous pouvez voir que on construit sur la hauteur, comme toujours. Hein. Vous voulez contrôler la hauteur. Game Silver, 31 mois, merci. Donc ouais, voilà comment on gagne du temps et on creuse la tranchée. On creuse, on met des mines et vous finissez par avoir des espèces de petites villes, forteresses. Et voilà comment un peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous comprenez pourquoi les Russes ne veulent pas rentrer dans les villes et c'est plutôt de couper l'infra, la logistique. Tu as une idée du nombre de soldats dans ces zones? Non, aucune idée. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas en termes de chiffres sur la densité des unités, qu'est-ce qui est opérationnel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais tout ça, ça prend du temps à creuser. Donc là, vous avez des lignes de défense secondaires de cette zone. Et voilà ce que ça donne pour tout le secteur de Zaporozhye. Voilà, donc vous avez la ville. Je vous remets juste, vous allez voir, hop. Je vous mets l'équivalent en satellite. Vous voyez, comme ça à peu près. Donc là, vous avez la ligne de front. Et voilà ce que ça donne avec la ligne de défense de Zaporozhye. Vous voyez le truc? Vous avez des doubles lignes de défense maintenant dans la profondeur. Donc on utilise les hauteurs. C'est plein de petites vallées, de rivières et tout ça. Donc on utilise les hauteurs pour creuser, mettre des fossés anti-chars, des barbelés. Et on bétonne. Les Ukrainiens, il y a un côté de Première Guerre mondiale à ce qu'on voit là. On fait de la défense statique, mais dans la profondeur. Une ligne de défense, ça va être contrôlé depuis Kurakovie. Mais c'est un des problèmes
c'est un des gros problèmes des Ukrainiens. C'est que regardez, ces lignes de défense là, elles sont orientées vers le sud. Et le problème, c'est que si vous vous faites contourner ou que votre ligne se fait percer à un endroit, bah votre ligne après elle sert plus à rien. Parce que l'ennemi arrive par derrière. Tu vois? Donc ouais, c'est un des problèmes des Ukrainiens et de faire de la défense statique, c'est que l'ennemi, si nous on a ces cartes là, extrêmement détaillées, dites-vous que les Russes ont les mêmes, d'accord? Les Russes savent par où attaquer, où sont les endroits les plus faibles du front, est-ce qu'il y a des mines, est-ce qu'il n'y a pas de mines, et on essaie de trouver les failles dans le dispositif, et après vous faites tomber une ligne de défense comme un domino, simplement en la contournant. Voilà. Et on voit les Russes maintenant faire ça. Chercher les failles et exploiter. Voilà. Donc c'est bien beau ces belles lignes de défense, mais ça rend ce que vous allez faire extrêmement prévisible. Et si vous êtes prévisible sur un champ de bataille, ben ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour vous. Donc là, les Ukrainiens s'enterrent et bétonnent parce qu'ils ont pas d'autre choix en fait. Ils ont que ça pour essayer de gagner du temps. Voilà. Pour vous donner un autre exemple, on va passer sur le front maintenant de Kurakovier. Donc le front de Andrivka, où vous avez ce même exemple. Regardez. Donc là, on est sur la ligne de front 1. Vous voyez un peu la... Il n'y a pas le nom de la ville, mais là, vous avez Andrivka. Et toute la ligne de défense, donc c'est un trait blanc, là, vous voyez les tranchées en rouge, étaient orientées vers le sud. Eh ben, les Russes sont en train de s'emparer de toutes les lignes de défense en arrivant par l'est. Toute la ligne de défense d'Andrivka, parce qu'elle était... je vais vous montrer, vous allez comprendre. Comme je vous dis, je vais vous montrer. On va passer sur Deep State. Donc on va aller voir un petit peu le champ de bataille à Andrivka. Hop là, voilà. Yes. On va passer sur... Hop, forcément j'ai pas la bonne. Voilà Andrivka. Donc vous voyez, toutes les cartes, il faut cumuler les cartes pour comprendre ce qui se passe. Voilà Andrivka. Donc là, Kurakovier est tombé le mois dernier. Dachné, ça c'est en retard. La ville Dachné est considérée comme tombée hier. Puisqu'on a vu les Russes là qui étaient dans les bâtiments. Donc la ville est considérée comme tombée. Donc vous pouvez noter que Andrivka est encerclé. Sauf que quand on regarde la carte comme ça, bah on n'a pas la topographie en tête. Je vais vous mettre la carte topographique. Voilà Andrivka. Vous voyez que Andrivka en fait est en bas. Là au-dessus, c'est un plateau. D'accord? Les Russes sont sur le plateau. Les Ukrainiens sont en bas. Rappelez-vous, vous voulez toujours être en hauteur, les mecs. Image PP. Ah merde, pardon. Voilà. Là, vous allez comprendre. J'ai vu. Arrêtez de me casser les couilles. Voilà. Donc voilà Andrivka. Andrivka est en bas. Les Russes sont allés prendre les hauteurs. Ok? Voilà ce que ça donne. Donc là, je sais, on ne comprend pas bien. Mais regardez sur la carte topo. Tout s'éclaire. Tac. Et le système de tranchées ukrainien est derrière la ville. Bah ouais, sur la hauteur. Donc les Russes sont en train de prendre le système de tranchées, donc de prendre Andrivka à son propre jeu en fait. Comme je dis, les Russes savent lire les cartes, ils savent où sont les tranchées, ils ont des drones, ils savent où ça défend. Et ils sont simplement en train de faire tomber tout Andrivka par le nord. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez la ligne d'attaque russe. D'ailleurs, ça c'est un peu obsolète. Hein. On se bat déjà en ville depuis plus d'une journée. Ça correspond à la ligne de tranchée. Ça correspond à la ligne de tranchée. Vous voyez? Où les Russes ont attaqué. Au nord d'Andrivka. Les Russes ont fait tomber, vous voyez la ligne de tranchée au nord, là, en plein centre de l'écran. Vous voyez la grande ligne rouge? Eh ben, les Russes sont allés prendre ça par l'est. Et après, ils utilisent les tranchées pour eux. Hein. Si les tranchées protègent les Ukrainiens, ça protège aussi les Russes. Donc les Russes, après, s'infiltrent par les lignes de tranchées ukrainiennes. Vachement pratique, hein. Et vous avez Andrivka qui est en train d'être pris à son propre jeu, que les défenses ont mal été orientées, et les Russes utilisent maintenant les défenses ukrainiennes pour progresser. C'est un énorme problème, mais ça correspond à ce qu'on voit sur les cartes. Voilà. Et les tranchées contournent entièrement Andrivka. C'est con ça. C'est le problème de faire la guerre en mode statique en 2025 quand on a des drones et des photosatellites. C'est que les Russes savent exactement où attaquer et provoquer un domino et tout se casse la gueule.
Et ça, c'est un énorme problème aujourd'hui. Donc là, ça se bat à l'heure où on parle. Hein. Il y a des violents combats dans ce coin-là. Donc vous comprenez que toute la ligne de défense, au nord d'Andrivka, est en train d'être contournée, voire utilisée par les Russes. Et que la position des Ukrainiens est extrêmement précaire dans tout ce secteur du front. Vous voyez l'énorme saillant là? Je voudrais pas être un combattant là-dedans. Il y a une seule route de ravitaillement qui rentre et qui sort. Les conditions météo sont merdiques. Vous avez de la boue, ça gèle, ça neige, c'est de la reboue. Donc vous êtes obligé d'avoir des véhicules à chenilles pour la logistique et tout ça en tout terrain. Et on t'envoie là-bas, on t'envoie la mort absolument. L'Hostie marque un point intéressant. Les Ukrainiens sacrifient des hommes pour gagner du temps. Voilà. Pourquoi ils restent dans les poches? Pour gagner du temps. Mauvais commandement. Gagner du temps. Tu sacrifies des hommes. Un des très bels exemples qu'on a, c'est un petit peu plus au sud. C'est la ville de Velkia Novosilka qui est tombée ce week-end. Vous vous rappelez, le mois dernier, je vous avais dit que la ville était encerclée. Attendez, on va retourner début janvier. Toujours la même chose, hein. Les Russes veulent éviter le combat urbain au maximum. Tant que la défense n'a pas été amollie. Donc voilà, Velika Novosilka. Les Russes avaient coupé les 2 routes d'accès. Et la ville était cul à la rivière Mokry-Yali. Donc impossible de se barrer à moins de passer à la nage ou en véhicule. Et les Russes ont pris leur temps, ont bien assoupli la défense. Et ce week-end, les Russes sont passés à l'attaque. Et ont même été capables... regardez, on a même eu un encerclement effectif à un moment de pas mal d'unités ukrainiennes au sud. Et la ville est tombée. Et on sait que les Ukrainiens ont laissé beaucoup d'hommes sur le terrain. Des mecs se sont barrés en essayant de traverser à la nage avec les drones et l'artillerie. On a eu aussi des mecs faits prisonniers. Et c'est comme ça que font les Russes. Les Russes considèrent que c'est ce qui coûte ça coûte moins cher de faire des encerclements moins que de prendre d'assaut les villes. Il y a quelques rares exemples comme Toretsk. Ah, j'ai oublié de montrer Toretsk, on va y retourner. Donc ouais, ça c'est encore une ville importante qui tombe. C'est une ville très importante. Il n'y a plus de villes en fait derrière, après il n'y a plus que des villages à la con. Et c'est vrai que les dernières grandes villes industrielles, c'est Kurakovier, qui avait des très hauts bâtiments pour défendre, et c'est tombé très rapidement, Kurakovier, et Pokrovsk. D'ailleurs, on va aller faire un tour à Pokrovsk, c'est un peu au nord de Andrivka. On va passer sur, hop, voilà. Donc là, vous avez la bataille d'Andrivka qui est en cours, et plus au nord, vous avez Pokrovsk. Donc je vous avais dit le mois dernier que les Russes voulaient encercler Pokrovsk, que le plan n'était surtout pas de rentrer dans Pokrovsk. Pokrovsk est une forteresse, regardez tous ces bâtiments hauts là. Vous les voyez les immeubles? Enfin, ces espèces de HLM, vous voyez, avec quelques étages. Vous voulez pas vous battre là-dedans. Vous voulez surtout pas vous battre là-dedans. C'est vraiment une grande ville, Pokrovsk. Un gros nœud logistique du coin. Donc on sait que les Russes veulent encercler le merdier. Donc attendez, on va revenir au mois dernier, quand j'avais fait la minute géopolitique. Je vous avais dit que les mecs allaient foncer vers l'ouest, pousser vers le nord, essayer de s'emparer de la voie de chemin de fer et de la route, ici, et après pousser vers le nord pour couper la... je sais pas c'est quoi cette route à la con, là. Et une autre ligne de chemin de fer. Et comme je dis, il n'y a pas besoin d'une boule de cristal pour savoir ce que les Russes sont en train de faire. Hein. Regardez, voilà. Voilà. Donc ils ont en effet atteint... ils ont en effet atteint les lignes de chemin de fer. Il y a le bled de Udrachne qui est sous attaque. On sait que les Russes, on se bat dedans. Et ça va sûrement tomber aussi prochainement, tout simplement. D'ailleurs, on est presque à la sortie de la fin de l'oblast de Donetsk, du Donbass. Après, c'est l'oblast de Dnipro qui commence. Les Russes, probablement, dans un mois, vont commencer à se battre en dehors du Donbass. Et vont commencer à se battre à Dnipro. Vont changer d'oblast. Ah, ça a son importance symbolique, même si ça change rien sur le terrain pour les mecs. D'ailleurs, là, vous vous rappelez, c'était l'usine de fer métallurgique qui produisait 70% de charbon métallurgique pour faire tourner l'industrie d'acier, les aciéries ukrainiennes. Ah bah, les Russes sont à même pas 500 mètres de l'usine. D'ailleurs, les Ukrainiens auraient, tout à prendre avec des pincettes, mais auraient envoyé des gros renforts dans le coin. C'est peut-être pour ça que les Russes n'avancent plus depuis quelques jours. C'est que ils ont commencé à tomber sur du dur.
Donc ça va prendre du temps avant de reprendre de la progression. Et pareil de l'autre côté, je vous avais dit que, quitte à faire une pince, autant y aller des deux côtés. Et je vous avais dit que ce secteur-là allait être parfait pour attaquer. Et en effet, on a vu les Russes capturer le village de Vozdvizenka. Et ils n'ont pas atteint... il y a eu des rumeurs comme quoi ils avaient atteint l'autoroute. On a vu les Ukrainiens faire sauter le pont, là. Le pont a été détruit par les Ukrainiens. Et on ne sait pas... depuis, ça n'a pas bougé. Comme je dis, on a vu des gros combats à Yelizavetska, une colonne d'assaut russe qui est tombée nez à nez avec une colonne ukrainienne de défense, 2 tanks de défense. Et les Russes ont pété la gueule d'un tank ukrainien, l'autre s'est barré. Donc on sait que les Russes sont posés ici, mais depuis on n'a pas eu de nouvelles. Voilà. Donc ouais, ça pue la merde pour Prokhovsk. Hein. Ça pue la merde. Niveau artillerie, tu as une estimation du rapport de feu actuel. Ça fait longtemps que je vois plus passer des rapports de feu. Mais du 1 sur 8 peut-être 1 sur 7, 1 sur 8. On a vu les moins de bombes planantes tomber en décembre-janvier. Et les bombes planantes sont en train de repartir à la hausse. Donc je pense que les Russes ont résolu un problème de goulets d'étranglement logistique qui ont fait tomber leur production de fab. Et là, c'est reparti à la hausse fin janvier, depuis une dizaine de jours. Ça recommence à larguer beaucoup de fab. Et ça va aider les Russes à l'attaque, sans aucun doute. Il y a des vétérans, il y a des vétérans dans les deux armées maintenant. Quand t'as autant de soldats, t'as forcément des gens qui survivent. Voilà. Ou ils ont stocké pour saturer, peut-être aussi. Peut-être aussi. J'ai vu plusieurs hypothèses sur le sujet, dont ça. Même si... ouais, à voir, peut-être. Qu'ils ont stocké. Impact météo ou pas pour larguer une fab. Ouais. Mais... pas tant que ça non plus. Vu les quantités de fab qui tombent par jour... pas sûr que la météo ait tant que ça un impact. Tu as vu la vidéo avec les Ukrainiens menottés pour aller au front. Attention à toutes les vidéos que vous voyez passer. Parfois. Faites gaffe à toutes les vidéos que vous voyez passer. Vous imaginez pas la capacité des gens à mettre en scène certaines choses pour envoyer un message, d'accord? C'est pour ça qu'il faut pas faire attention à certaines vidéos. Moi, je suis intéressé surtout pour la géolocalisation. Je fais pas trop attention à ce qui se passe sur la vidéo ou comment les... c'est des genres de détails qui apportent rien, en fait. On sait qu'il y a beaucoup de mecs en Ukraine qui sont pas heureux d'être là et qu'on force à être là. Est-ce que tu les menottes éventuellement? Pourquoi pas? Si tu sais que les mecs ont déjà mis les voiles, ouais, tu vas les menotter avant d'aller à l'assaut. C'est vieux comme le monde. Voilà, mais c'est... On attend que la politique mette fin à cette guerre. Écoute, moi je suis incapable de te faire des prévisions de quoi que ce soit en ce moment. C'est un peu le bordel avec l'arrivée de Trump. Ça bouge beaucoup au niveau politique international. Donc ouais, Pokrovsk, c'est toujours le point chaud à suivre en ce moment. Et on va aller voir, on va aller à Toretsk. Donc là on est allé à Chaziviar. Vous avez vu que Chaziviar est dans une position incroyablement précaire. Et plus au sud, vous avez Toretsk. Je vous avais dit il y a un mois que les Russes étaient en train de faire des progrès dans Toretsk. Et qu'ils n'avaient jamais été aussi près de prendre la ville. Et bah figurez-vous que la ville allait tomber. Hein. Toretsk a été... la défense ukrainienne s'est effondrée en quelques semaines. Et les Russes... Ça n'a pas été annoncé officiellement, mais ça devrait l'être d'un jour à l'autre, parce qu'on se bat encore dans la ville. Mais les Russes ont fait le gros du boulot. Et même Deep State nous dit que là, il n'y a quasiment plus rien aux mains des Ukrainiens en ville. Et ça correspond aussi là. Je crois qu'il y avait encore des combats dans la zone industrielle au nord. Mais les Russes, ouais, ont été capables de prendre la ville. Des parachutistes en masse! Comment tu largues tes parachutistes? Il pose une question intéressante. Pourquoi ne pas faire des assauts de masse, de larguer des brigades de parachutistes? Comment tu largues tes parachutistes? Par drone. Alors, tu vas pas larguer tes parachutistes par drone, hein?
On est littéralement dans un environnement de guerre, de puissance de feu anti-air, totalement dingue. Par catapulte, et pourquoi pas? L'idée se défend avec des... Les hélicos, pareil, les hélicos et les avions ont énormément de mal à opérer en Ukraine à cause simplement de la densité de défense antiaérienne dans les deux camps. Vous avez énormément d'anti-aériens. Pour larguer des parachutistes, va falloir amener des avions de transport. Hein. En posant des planeurs. Oh mec. Écoute, c'est pas la Seconde Guerre mondiale. Tu peux pas amener des planeurs. Tu te rends compte qu'ils abattent des drones. Ils abattent des drones, des petits drones. Un planeur, c'est un petit drone, tu vois. Oubliez les sauts de parachutistes, oubliez les grandes opérations dans la profondeur, les mecs. C'est plus proche d'une guerre de tranchée où vous allez prendre d'assaut la position ennemie. Donc là, Torres qui est tombé... ouais, Torres qui est tombé. Hein. Comme je dis, c'est une catastrophe. Le mois de janvier, là, a été désastreux pour les Ukrainiens. Ils vont perdre Chaziviar, ils vont perdre Toretsk, et ça ouvre la porte pour la prochaine bataille qui sera Konstantinivka, par le sud, par l'ouest. Et... ouais, c'est deux gros dominos qui vont tomber à quelques semaines. Donc ça encore, c'est un désastre pour les Ukrainiens. Ça avance, on veut nous faire une market garden. Mais la question se pose, quelles sont les conditions météo merdiques? Il y a tout. Beaucoup d'humidité, beaucoup de neige, ça neige, ça repart. Après, il y a du soleil, ça regèle par-dessus. C'est pour ça qu'il y a à certains endroits beaucoup de boue. Beaucoup de boue. C'est dégueulasse. Le monde entier apprend beaucoup de cette guerre qui est en train de tout réinventer absolument. La guerre en Ukraine réinvente beaucoup de choses par rapport à l'usage des drones bon marché et tout ça. Donc ouais. Là, je vois la boue. Ouais. Donc voilà un petit peu le bilan du mois. Ça grignote. Ça grignote. Et certains grignotages sont plus importants que d'autres. Torres et Chaziviar sont des grignotages qui sont assez catastrophiques. Avoir une tête de pont là, dans le secteur de Liman, c'est très inquiétant. Et la tête de pont sur Luskil, c'est même plus une tête de pont, c'est un nouveau front maintenant. C'est aussi très très inquiétant. Et Pokrovsk, les Russes ont ralenti là dans la dernière semaine parce que les Ukrainiens ont dû engager des moyens pour essayer de les ralentir. Et la chute de Velika Novosilka est un désastre. Humainement, parce que les Ukrainiens n'ont pas des soldats tout le temps du ventre. Donc perdre des unités entières ou sacrifier des unités entières pour gagner du temps, c'est pas ce qu'il y a de plus productif. Mais il reste plus que ça aux Ukrainiens. Essayer de gagner du temps en espérant que l'économie russe s'effondre, ou je sais pas, peut-être, j'en sais rien, hein, je suis pas économiste. Hein, mais en tout cas, bah, ça avance. Ça avance. La poche de Kursk. Bah quoi, la poche de Kursk? J'en ai déjà parlé de Kursk. Ça grignote. Les Russes continuent d'avancer, et peu à peu, bah, il reste quasiment plus rien aux Ukrainiens. Ils ont déjà perdu les 2/3 du territoire qu'ils avaient pris au moment de l'offensive. On les a vus attaquer sur Berdine le 5 janvier. Voilà, ils sont allés attaquer Berdine, mais ça n'a pas avancé beaucoup. Et depuis, bah, les Russes font ce qu'ils font. Ils attaquent, ils prennent du terrain, et bah, les Ukrainiens sont obligés de lâcher du lest et de lâcher du terrain. En février, ce sera fini la poche. Non. Ça va durer jusqu'au printemps, je pense. Facile. Est-ce que les pays occidentaux se réveillent niveau armement? Se réveillent, je pense pas. Hein. C'est incroyable comment ils ont réussi du côté de Kursk, absolument. Hein. Moi, je suis épaté de la défense des Ukrainiens. Hein. Je leur tire mon chapeau au Lascar. Hein. Parce que c'est pas facile d'affronter un mec qui a la supériorité aérienne, la supériorité en bouche à feu. Et les Ukrainiens, on oublie, mais ils se font péter la gueule à l'est, là. Ils se font péter la gueule depuis 1 an maintenant. Depuis la chute de Avdiivka. Vous vous rappelez de Avdiivka? C'était il y a 1 an, les mecs. Depuis, les Russes ont fait du chemin, hein. Donc, ouais, pour le moral, perdre non-stop depuis 1 an, tu m'étonnes que les Ukrainiens, ils ont pas envie de se battre. Ou que le moral est dans les chaussettes. Les Nord-Coréens doivent bien en profiter pour rattraper leurs 70 ans de retard doctrinal. Écoute, c'est toujours bon d'apprendre sur le terrain. C'est là où t'apprends le plus.
Les Russes veulent aller jusqu'où avant de négocier? Je vais te reformuler ta question dans une autre perspective. Les Ukrainiens veulent défendre jusqu'où avant de négocier? En ce moment, c'est les Russes qui gagnent sur le terrain. Hein. Ta phrase, tu la poses comme si c'était aux Russes de baisser leurs pantalons. Mais les Russes sont en train de gagner sur le terrain. Les Russes, ils ont aucune raison de négocier maintenant. C'est aux Ukrainiens de dire on est prêt à négocier parce qu'on a perdu. Généralement, quand tu négocies, c'est parce que t'es plus en position de continuer à te battre. Les Russes, là, en ce moment, n'ont aucune raison de demander un cessez-le-feu. Et voilà. Tant que tu gagnes, tu joues, mais c'est exactement ça. Tant que tu gagnes et que t'as les moyens de continuer à gagner, tu vas continuer à mettre une pièce dans la machine, hein. Depuis un an, c'est les Russes qui sont en train d'améliorer leur position en vue de négociation. Et pas l'inverse, hein. Mais le but est de garder les territoires, ils veulent la moitié. Non mais c'est pas un gâteau, mec. Ils veulent... Les conditions des Russes aujourd'hui, elles sont simples. Ils veulent le Donbass, d'accord? Donc le Donbass, c'est à peu près ça, vous voyez? Avec... Vous rajoutez... En fait, ils sont en train de conquérir le Donbass, d'accord? Ils sont en train de conquérir ce qu'ils veulent. Les Kramatorsk, Konstantinivka et Prokhovsk, c'est les dernières grandes villes du Donbass qui manquent aux Russes, d'accord? Donc ça... Voilà. Et en plus de ça, ils veulent démilitariser l'Ukraine, c'est-à-dire qu'ils veulent imposer à l'Ukraine peut-être, j'en sais rien moi, 20 000 ou 30 000 soldats. Donc c'est-à-dire une armée un peu comme la Reichswehr, vous voyez? Hein? Odessa aussi, si possible, t'oublies, il faut traverser le Dniepr. Mais ouais, ils veulent avoir le contrôle de l'armée ukrainienne en lui disant vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 50 000 hommes, vous voyez? Un peu comme le traité de Versailles avec la Reichswehr. Et surtout, ils veulent que l'Ukraine ne fasse partie d'aucune organisation, entre autres l'OTAN, vous voyez? Donc ils veulent démilitariser et neutraliser, en faire un pays neutre, l'Ukraine. Voilà les conditions de paix russe. Ce que forcément les Ukrainiens, pour le moment, refusent d'accepter. À juste ou pas raison, ils ne sont pas encore fait assez péter la gueule pour accepter les conditions russes. Donc tant que... Vous savez, hein, c'est comme un boxeur, vous voyez? Vous pétez 10 fois la gueule du mec, il se relève toujours. Bah vous allez lui péter la gueule une 11e fois. C'est un peu la même chose avec l'Ukraine. Les Ukrainiens, en ce moment, refusent d'accepter les conditions russes, parce qu'ils les considèrent, à juste raison, de leur point de vue, inacceptables. Et ils espèrent qu'un Deus Ex Machina vienne... Ils savent que la guerre sur le terrain, ils l'ont perdue. Mais ils espèrent qu'un événement extérieur, comme une crise politique en Russie, un effondrement de l'économie russe, force les Russes à alléger leurs conditions de paix, d'accord? Parce que les Russes devraient faire la paix. Et les Russes diraient, ok, on va mettre un peu d'eau dans notre vin, il faut qu'on s'arrête maintenant, renégocions. Voilà pourquoi la guerre continue. C'est juste retarder leur annexion de quelques années. Qu'est-ce que t'en sais, ça? Les mecs, vous parlez trop de choses à 5-10 ans, comme si elles allaient se produire. Vous en savez rien de ça. Ou des alliés qui interviennent, ouais, qu'importe, un Deus Ex Machina. Intégrer l'UE, c'est négociable. Bah écoute, va demander à Emmanuel Macron, pas à moi. Hein. On espère Hitler qui espère... Ah, on dirait Hitler qui espère la mort de Roosevelt. Aller faire sortir les yeux de sa guerre. Ah, mais absolument. Mais on retrouve les parallèles. Les Ukrainiens, en ce moment, comme je dis, espèrent un miracle de l'extérieur. Ils gagnent pas sur le terrain. La guerre sur le terrain, elle est perdue, les mecs. Et tout ce que les Russes prennent là, ils vont jamais le rendre. Donc, dans un sens, plus la guerre continue, plus les Russes vont avoir de meilleures cartes pour négocier. L'Occident a tellement investi que l'on doit... Écoute, si tu penses que l'Occident a investi, dis-toi qu'est-ce que les Russes pensent. Hein? Axel Alex, 59 mois, putain! Oh là 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 là! Un des plus vieux subs de la chaîne. Si vous pensez que les Russes, que les Américains et les Occidentaux en général ont investi, qu'est-ce que les Ukrainiens et les Russes doivent penser? Tournez le problème à chaque fois d'une autre façon. Mettez-vous du point de vue de l'autre. Vous croyez que les Russes, là, ils vont se contenter d'une paix blanche? Les Russes qui ont laissé peut-être 100 000 mecs sur le terrain? Vous pensez que les Russes, ils vont dire « Ah bah non, on s'arrête, on vous rend les frontières de 91 !» Mais vous rêvez. Parce que eux ont investi comme des dingues.
Ça va s'arrêter. Bien sûr, on est d'accord, hein, qu'il faut que ça s'arrête, hein. Mais il faut essayer de comprendre le point de vue des uns et des autres, en fait. Les Ukrainiens auraient dû négocier depuis longtemps. Oui, 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 oui. Tout le monde a ses torts dans cette abomination. Il n'y a pas de gentils ou de méchants, tout le monde a ses torts. Les Russes inclus, les Ukrainiens inclus, François Hollande et Merkel inclus, Biden inclus, tout le monde a ses torts. Et là, tout le monde a perdu le feu nucléaire, à ça complètement. Bon, moi j'en ai un peu rien à foutre de qui gagne ou qui perd, hein. Plus vite ça s'arrête, mieux c'est, hein. Après, si l'Ukraine demain est sur la place rouge, bah je ferai ma minute géopolitique avec l'Ukraine sur la place rouge, hein. On ira voir le défilé avec Maréchal Zelensky. Pour le Fallout. Bon, quelle heure il est? Bon écoutez, je vais m'arrêter là, hein. Je dois lancer Age of Empires 2 là dans 35 minutes, hein. Mais voilà pour les news. Donc avec le changement d'administration US, je suis incapable de vous dire quoi que ce soit sur ce qui va se passer dans un mois. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sur le terrain, Chaziviar va tomber, les Russes vont consolider leur position à Toretsk et commencer peut-être à pousser vers le nord. L'encerclement de Pokrovsk va continuer par l'est et par l'ouest. Et sans aucun doute que... est-ce que dans un mois, Andrivka est tombé? Je pense que oui. Je pense que dans un mois, tout ça, ce sera rouge, ok? Retenez les mecs. Dans un mois, tout ça, c'est rouge. On parie? Va voir la réponse d'Athé. Oh, Athé arrive. Non mais ouais, alors... Il a dit quoi, un fille, en une phrase? Qu'il avait bien pris l'argent des Russes? Je retiens. Bragmar. Je parie. Bon, je parie pas grand-chose parce que... On connaît... voilà... Mais il y a un monde où Andrivka va tomber et que la chute d'Andrivka va provoquer un repli général de tous les Ukrainiens dans ce secteur, s'ils veulent pas se faire encercler. Voilà. Et sinon, on va sûrement voir les Russes aussi commencer à exploiter la prise de Velia Novosilka, pousser vers le nord. Voilà. Donc ouais, ça s'est échangé quelques centaines de mètres depuis le mois dernier. Mais c'est des centaines de mètres qui ont leur importance. Alors il a dit quoi, Athé? Il a dit que c'était pas de sa faute? Que les yuan étaient tombés par accident sur son compte en banque? De vils menteurs qui osent profaner sa suprême personne, en gros. Ah bah oui, forcément. Forcément. Ils sont jaloux, hein, fille. Hein, c'est des mecs jaloux, hein. Une erreur de transaction, bah ça peut arriver, hein. Ça vous est jamais arrivé, vous, d'avoir d'un coup 50 000 euros qui tombent sur votre compte en banque sans explication? Moi, ça m'arrive toutes les semaines, c'est épuisant. Hein. Vous savez, l'argent des abonnés, parfois, je perds le fil. Hein. Ouais, elle a quelques jours de retard, absolument. Absolument, elle a quelques jours de retard, la carte. Entre autres, dans le secteur de Andrivka. Deep State, ça tombe bien parce que Deep State, ils ont aussi parfois quelques jours de retard. Mais, ouais, voilà. Mais ça change rien à la dynamique. Comme je vous dis, on n'est pas là pour regarder. Voilà ce que ça donnerait. Andrivka est en train de tomber. La situation est plus critique que la carte, d'accord. Mais comme je dis, on n'est pas à 100 mètres près ou 200 mètres près. L'important, c'est de voir la dynamique de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que ça va donner dans les prochains mois en termes de conséquences. Et voilà. Fatigué de recevoir 104 tous les 3 jours. Bah ouais, mais ça, c'est ton côté prince nigérien, tu vois. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je ferai ça dans un mois. Hein. On recommencera dans un mois. Et comme d'habitude, bah, on verra quelles sont les news. Attendez, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. L'Ukraine, entre autres pour faire basculer le côté économique, comme je vous dis, l'Ukraine espère un Deus Ex Machina. Donc taper les secteurs économiques stratégiques russes sont un moyen d'accélérer ce processus, en empêchant les Russes de produire du brut, ou de le raffiner, ou de l'exporter. Et les Ukrainiens attaquent, depuis des mois, les raffineries russes avec des drones. Et ils vont attaquer jusqu'à Saint-Pétersbourg avec des drones. Regardez ça. Il y a pas mal de raffineries, moi je vois ça passer une fois par semaine. Vous avez des raffineries russes qui brûlent. Parce que
les Ukrainiens attaquent avec des drones. Ils prennent des avions, ils prennent des drones, ils vont taper très loin. Mais bien sûr. Donc quand on vous dit, quand les Russes disaient si vous nous attaquez sur notre sol, on réagira, que dalle, d'accord. Les Ukrainiens vont depuis déjà très longtemps, sur l'Oural même, et c'est véritablement efficace absolument. Ça fait tomber les exports russes, ou en tout cas ça limite leur capacité à produire, même si ils sont capables de très rapidement mettre en œuvre et de relancer les productions. Et en plus, ils ont déjà des goulets d'étranglement avec les sanctions et tout, d'accord. Donc ouais, très intéressant. Par exemple, hier ou avant-hier, je vais vous mettre... donc ça, c'est de la news récente, hein, comme je dis, c'est mon... on va aller vers l'Est. Donc là, vous avez la mer Noire, là, vous avez la mer Caspienne. Là, vous avez Stalingrad. Ah oui, Volgograd, mais ils font chier à renommer leur ville. Donc là, vous avez Stalingrad, les mecs. Vous remontez la Volga. Vous arrivez à la ville de Saratov. Saratov d'un côté, Engels de l'autre. Et est-ce que vous voyez les dépôts d'essence de la ville d'Engels? Vous voyez les dépôts de jus? Eh ben, hier, les Ukrainiens ont attaqué ça avec des drones. Hein? Et regardez, ça, c'est la même carte à peu près. Hop. Regardez, c'est les mêmes réservoirs. Sauf qu'il y a certains réservoirs qui ont fait boom hier. Les Ukrainiens sont allés attaquer avec des drones, donc les Ukrainiens sont capables d'aller taper des cibles à des centaines, voire des milliers de kilomètres, et des cibles juteuses. Donc le but était peut-être de détruire tout le dépôt. Visiblement, il n'y a que quelques cuves qui ont été détruites, mais ça pose le problème... Les sanctions, absolument, mais les sanctions ont aussi leur efficacité à court terme, d'accord. On en a déjà parlé, on avait fait une foire aux livres sur les sanctions, et sur les défauts des sanctions, que vous forcez, c'est juste une guerre d'adaptation. Et là, vous avez les Ukrainiens qui vont taper les productions d'hydrocarbures russes très loin dans la profondeur, en espérant accélérer peut-être. Il y a aussi un impact politique, que les Russes sont incapables de défendre leur territoire, et que la défense anti-aérienne russe a aussi des faiblesses. Et voilà. Donc ça, c'était hier ou avant-hier. Donc c'est assez quotidiennement, une fois par semaine. Vous avez, je vois passer moi des attaques sur des infrastructures énergétiques russes. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu une photo passer tout à l'heure. Donc des fois, je vois passer des photos et tout, mais je veux pas vous montrer moi des trucs de combat et tout ça. Comme je dis, c'est pas joyeux de voir des pauvres mecs se faire pulvériser par des drones, des mines et compagnie. Regardez. Donc ça, c'est pris par un drone russe. Et vous avez un tank russe avec sa carapace. Voilà comment on se bat aujourd'hui. Hein. Regardez un peu le merdier. On a des carapaces contre les drones. On a des trucs anti-drones. Vous voyez là, il y a souvent des trucs anti-drones. Et ils tractent. Ils tractent un M113. Sûrement un M113 ukrainien. Vous noterez que le M113, il a encore son camo. Il a un camo désert. Et ça faisait causer. En ce moment, les Ukrainiens, dans certains secteurs, ont tellement engagé des matériels en urgence. Et ils ont même pas le temps de les... Ou alors ils ont pas le temps, ils ont pas la peinture, ils ont pas les gens. Généralement, vous faites en unité, c'est des ateliers de camouflage, vous faites tous les véhicules d'un coup. Et ils envoient des véhicules qui sont encore en camo désert, sûrement sortis des dépôts. Le machin est arrivé par train, on l'a pris, let's go, ils ont même pas eu le temps de mettre quoi que ce soit dessus. Et là, les mecs récupèrent ce M113, ils le tractent. Je crois que les Russes ont une prime à la capture, sûrement. Il y a peut-être des choses intéressantes aussi à bord, allez savoir. Il a peut-être été juste abandonné, il est en état d'être... Il a pas l'air d'avoir brûlé ni explosé, il a sûrement été abandonné, le M113. Et vous avez, vous noterez le camo russe. Les camos russes. Il y a de l'effort, là, les fanboys de War Thunder, fille. Toi qui fous 3000 € là, dans tes skins pourris sur War Thunder. Avoue que là, ça a de la gueule quand même. Hein? Joli, hein? Donc voilà, c'est le genre de trucs qu'on voit passer parfois. Donc c'est des scènes du front, comme on en a énormément, de véhicules qui tractent de véhicules. Je dirais un skin à 45 € au moins. Donc voilà le petit M113 qui a même pas été peint ou qui sort du dépôt et qui a été amené... Écoute, c'est une affiche...
L'autre fois, j'ai vu passer un tank russe avec une waifu. Une waifu peinte dessus. Je me suis dit, ah, Egavlov, en mission. Voilà. On oublie que c'est des êtres humains qu'il y a dans les deux camps. Donc on voit parfois des absurdités passer. Et on est en 2025, hein. Ils ont aussi Internet, les mecs. Hein. Voilà. Donc ouais, je trouvais l'image intéressante parce que ça se demandait pourquoi les Ukrainiens avaient envoyé un véhicule pas peint. Ou au moins, parce que les Ukrainiens peignent leurs véhicules, ils sont pas cons. Hein. Et on a parfois des... Regardez, attendez. Est-ce qu'on voit sur la contre-offensive du 5, est-ce qu'on voit des véhicules... Là, les véhicules, vous voyez, sont magnifiquement camouflés et peints. Ils sont à la couleur de la boue et de la neige. Les Ukrainiens sont très très bons pour camoufler leurs véhicules. Et là, vous voyez que ça n'a pas été camouflé du tout. Donc peut-être dans l'urgence, manque de moyens, manque d'équipement. Et ils ont envoyé des M113 comme ça, directement descendus du train à des mecs sans prendre le temps de mettre un coup de camo dessus. Ce qui est con parce que même rien que de la boue, avec, si vous avez rien, de la boue avec la main, ça fait l'affaire aussi. Voilà. Le M113 Bradley, alors figure-toi que c'est pas un M113 Bradley, hein. On parle pas du même véhicule, hein. Mon gâté, hein. Va voir ce que c'est qu'un Bradley. Ça, c'est un M113. Un M113, on va pas se le cacher, ça pue la merde. C'est comme les VAB, c'est obsolète, mais quand vous avez que ça, c'est bien. Mais le Bradley, en effet, est un excellent véhicule, mais ça, c'est pas un Bradley que tu vois, c'est un M113. C'est deux véhicules différents. D'ailleurs, je crois que les Italiens avaient refourgué aussi leur M113. Les Italiens avaient refourgué leur M113 aux Ukrainiens. Mais bon, on s'en fout, les Ukrainiens, ils ont une telle quantité d'équipement. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Ouais, je relancerai tout à l'heure le stream pour Age of Empires. Et sinon, demain, je ferai du Memoria Police, j'ai envie de rejouer. Et en soirée, on fera du Company of Heroes. Il y aura Chouan qui sera là. Yoonstar, la Vipère est pas dispo. Puis il y aura peut-être Dragon s'il veut venir... s'il veut venir jouer, voilà. Bon, je m'arrête là, passez une bonne soirée, bonne fin de semaine, puis moi je vous dis à ciao ciao, allez, salut tout le monde.